à quelle échelle on pratique le projet qui va donner un résultat quantifiable et finalement construit, puisqu'on vise à le construire. Donc je trouvais intéressante la question parce qu'elle parle de cette échelle-là, parce qu'effectivement, il y a peut-être une certaine échelle. Nicole disait, on ne peut pas faire la ville par une addition d'une individualité architecturale. C'est vrai, peut-être la ville classique ne s'est pas faite comme ça, mais on est aussi obligé de se poser la question de quelle est la bonne échelle pour faire une urbanité qui soit pas non plus une individualité, mais qui contribue à faire une continuité qu'on recherche, qui est cet espace public continu, accessible, voilà, sans interruption. Je pense. Ça pose la question du porteur de ce projet-là, de l'espace public continu. Vous avez dit tout à l'heure, mais peut-être qu'il aurait été bien de le réaliser avant, de manière à ce qu'il soit déjà là quand les autres pièces urbaines venaient s'insérer. Et ça me rappelle toujours une anecdote, une remarque qui m'avait été faite il y a quelques années, de dire que si les interfaces de transport marchent souvent si mal, c'est parce qu'il n'y a personne qui les conçoit, il y a ceux qui créent. Alors c'est moins vrai aujourd'hui, c'était vrai il y a 15 ans. Parce qu'il y a quelqu'un qui conçoit du côté d'un mode de transport, l'autre qui conçoit du côté de l'autre mode du transport, et finalement, toute cette articulation, le passage de l'un à l'autre, l'espace public, s'il n'y a personne qui porte ce projet-là, c'est difficile en effet de le réussir. Alors, oui, voilà. Je voulais juste rebondir sur... Sur les problèmes d'échelle. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème d'échelle. Ça veut dire que le projet, ce que tu dis par rapport aux infrastructures, dans les processus d'agglomération maintenant, on a la chance de côtoyer justement ceux dont tu parlais qui décident à Berne. Et puis, moi j'ai été surpris parce qu'on a eu la chance de travailler une année et demie sur un projet d'agglomération. En fait, eux recherchent l'échange. Ils demandent nos propres expériences, ils échangent sur nos propres expériences pour pouvoir, eux, modifier leur cahier des charges ou leurs exigences. Au point que le transport d'agglomération, qui était le départ en fait, de cette façon de penser une meilleure mobilité et une meilleure prise en compte de l'environnement. On a un volet urbanisme évidemment qui s'est rattaché. Et puis maintenant on a eu le volet environnemental. Maintenant la Confédération a beaucoup d'exigences sur le paysage. On a toujours des chapitres qui se rajoutent. On ne sait même plus comment les financer maintenant, parce qu'on se rend compte qu'il y a une complexité et on a envie de traiter tous ces aspects transversalement. Et puis il y a vraiment un dialogue possible. Et je pense que ça nous demande à nous d'être mobiles. Ça veut dire qu'on ne peut plus travailler que localement. On est obligé aussi de se confronter à entre guillemets, ceux qui décident ou qui décidaient pour créer cet échange, pour qu'il y ait vraiment un dynamisme. Oui, c'est vrai que les espaces publics, dans l'urbanisme jusqu'à maintenant, ont joué un rôle primordial, surtout quand elles sont fortes. Mais nous sommes dans une transition que l'espace public perd son sens aussi. Ça, il ne faut pas seulement agir anachroniquement. Si tout le monde va que au supermarché, à Brunel par exemple, ils arrivent de l'autoroute, ils n'ont pas besoin d'approcher la zone verte du quartier, c'est même défendu, parce qu'on a tout fait pour que personne ne passe là, que les habitants soient tranquilles. Alors si tout le monde va acheter dans les centres entre les villes, et puis tout le monde a très peu de temps pour flâner, sauf les touristes, on doit se poser la question sur les espaces publics. En tout cas, ce qui n'a pas de sens, c'est de les réaliser mal quand on les réalise, qu'ils n'ont pas la force génératrice qu'ils devraient avoir pour l'urbanisme. Mais la question, elle va déjà avant, il faut se poser la question, quelle signification a l'espace public aujourd'hui? Les routes, on a toujours encore besoin, à cause des voitures. Les places, on commence à se poser des questions. Et voilà. Alors, on revient sur le fait qu'on doit avoir une vision, on doit travailler sur ce qui se passe, sur un urbanisme du territoire, hein, pas un urbanisme dans la ville. Il y a des cas qui sont dans la ville encore, on aura encore pour quelques dizaines d'années, mais pas longtemps.
Je crois que la question des formes, que ce soit forme urbaine, de logement, mode d'habiter, c'est une des questions que vous avez posées. Les formes contemporaines d'habitat et de vie au XXIe siècle, en quoi elles sont des prolongements, en quoi elles sont des ruptures avec ce qu'on avait avant. C'est pas une question qu'on va résoudre aujourd'hui, je crois. C'est trop complexe. Une nouvelle question? Oui. Peut-être un complément par rapport au... on a vu le projet. Le projet peut être une réussite en lui-même. Le projet peut être une réussite en lui-même, mais avec une certaine incohérence. Quand on l'insère dans un quartier, dans on va dire un milieu plus global. Une des difficultés qu'on a, c'est une question de timing. Si vous raisonnez sur un quartier et que vous réalisez tout en même temps, vous allez pouvoir raisonner d'une manière globale, et puis tout va se faire selon les mêmes règles et les mêmes normes. Mais ce qu'on voit, c'est que sur des projets à long terme, entre le démarrage et la fin, il peut se passer 10 ans, 15 ans. Et on est confronté à une évolution très très rapide des règlements, des normes, des lois. Et le projet dans le même quartier, celui qu'on a réalisé 10 ans avant, quand on va arriver 10 ans après, on ne pourra plus le réaliser de la même manière. Et on va perdre en cohérence et en... Donc il y a ce problème de timing aussi. Et puis après, on se trouve confronté, on est bloqué, parce qu'on ne peut pas, on doit respecter des nouvelles normes ou des nouvelles règles. Et ça pénalise, on va dire, la cohérence ou l'esprit global. Oui, merci. Pierre Gilliot, je développe des projets, je suis assistant maître d'ouvrage. Dans les développements de projets, on est confronté à l'urbanisme au quotidien, c'est-à-dire à des règles établies, comme Mme Gantier l'a dit il y a 20 ans, et entre-temps, si on a un peu de chance, il y a eu un plan localisé de quartier, et puis on arrive avec besoin de donner une réponse à un besoin défini, qui peut amener le risque de produit, que vous avez dit. Enfin, néanmoins, la ville, pour nous développeurs, apparaît comme une réponse à des besoins, qui soient des besoins d'habitat, ou qui soient des besoins d'activités, qu'elles soient administratives ou secondaires. Ma question c'est, est-ce que l'urbanisme aujourd'hui c'est pas un processus interactif, comme le sont devenus beaucoup de nos manières de travailler, et non plus un système à couches, c'est-à-dire que quelqu'un décide que si c'est comme ça c'est très beau, et s'il y a 3 espaces verts c'est encore mieux, et qu'à cet endroit-là on devra faire passer tel type de réseau. Est-ce que les projets, et tout à fait dans l'esprit de la discussion d'aujourd'hui, est-ce que les projets ne sont pas en fait des stimulants à développer un urbanisme dynamique qui respecte des règles, mais génère des nouvelles idées, génère des réponses beaucoup plus précises aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Je ferai un parallèle, et vous me permettrez d'être un peu audacieux, c'est un peu comme le système d'éducation avec l'apprentissage. C'est-à-dire, finalement, il y a une grande part de la population qui n'est pas en mesure de faire des études académiques, comme la plupart d'entre nous ont eu la chance. Mais la population veut pouvoir aspirer à avoir une activité intéressante et qui s'intègre et qui s'insère dans l'activité économique, culturelle du quotidien. Et donc, l'apprentissage, c'est un processus interactif qui vise à dire je prends un apprenti dans tel domaine, dans l'architecture, dans l'urbanisme, dans le commerce, et en le formant dans mon domaine, en fait, il va répondre demain aux aspirations de la population. Alors, est-ce qu'on peut pas, est-ce que c'est audacieux de demander que le processus d'urbanisme et de planification devienne un processus interactif avec les acteurs, et pas seulement entre planificateurs? Vous avez absolument raison, c'est ce que j'ai essayé d'écrire tout à l'heure en citant des processus participatifs, où j'utilisais le mot interactif, j'ai utilisé des exemples d'espace public, j'ai utilisé des exemples de plans de quartier en évoquant les propriétaires, j'ai précisé que ces propriétaires étaient à l'origine, en tout cas, ils partageaient la manière d'identifier le projet, ils étaient intégrés à la manière de sélectionner le projet, donc je pense que vous avez absolument raison. Aujourd'hui, on n'est plus dans un système, en tout cas pas ce que je pratique, mais je l'ai plein de précautions parce que
pensant d'autres expériences, où l'autorité politique